Bon après-midi tout le monde. Je vais également tenter de ne pas trop vous assommer avec ma présentation. Je sais que ça peut être difficile pour certaines personnes qui ont un décalage horaire à lutter. On m'a fait la mention cet après-midi. Donc, je vais aborder assez succinctement les responsabilités au niveau du réseau de la santé publique, principalement au niveau, entre autres, des responsabilités au niveau de l'Institut national de santé publique, organisme lequel je fais partie. C'est un bref survol, vous comprendrez. Mais qui va vous permettre de situer un peu les actions qui sont menées à l'intérieur même du réseau de la santé. Plan de présentation succinct. Qui nous sommes au niveau de l'Institut. Après ça, je vais y aller sur quelques généralités au niveau de l'eau potable et les effets sur la santé. Et après, on va y aller au niveau du cœur du problème même, les pouvoirs, réglementation, mais aussi quelques actions au niveau du réseau de la santé publique pour mieux comprendre un peu la dynamique qui nous régit. Après ça, un petit aparté concernant un guide d'intervention des dépassements chimiques. Je trouvais ça intéressant de le présenter ici et pour finir avec une conclusion. Qui nous sommes? Au niveau de l'Institut, c'est un organisme qui est provincial. On est un centre d'expertise de référence en matière de santé publique au niveau du Québec. On vise justement à protéger la santé de la population et améliorer l'état de la santé et de bien-être de la population. On a diverses fonctions, entre autres au niveau d'expertise conseil auprès de divers partenaires. Il y a des centres spécialisés de laboratoire et de dépistage. On fait plusieurs recherches dans le domaine de l'eau potable, également dans les eaux récréatives. On est assez actifs de ce côté-là. On a des activités de formation, d'information, puis on fait également de la collaboration internationale. Au niveau d'un schéma très simplifié, vous avez ici le ministre de la Santé qui est responsable de son ministère. Nous, on est à côté. On n'est pas, on est vraiment en soutien au ministère de la Santé. Vous avez ici les directions régionales de la santé publique. Je les mentionne parce qu'ils ont un rôle important concernant tout ce qui est de la gestion, de la surveillance au niveau de l'eau potable. Ils ont des responsabilités qui leur sont dévolues, autant au niveau du règlement que de la loi. Je vais y revenir un peu plus loin. Spécifiquement, au niveau des effets à la santé concernant l'eau potable, c'est sûr qu'il y a des préoccupations tant au niveau de la qualité esthétique, qualité physico-chimique, également qualité microbiologique. On doit se préoccuper de chacun de ces aspects-là. Très rapidement, une de nos grandes préoccupations, c'est bien entendu au niveau des bactéries, des organismes pathogènes qu'on peut retrouver dans l'eau, sont regroupés sous 3 formes, les bactéries, les virus et les parasites. Chacun ont des effets à la santé qui sont clairement identifiés. On parle de l'hépatite A, des cryptosporidioses, campylobactères qui peuvent occasionner différents types de santé. Chacun a leur spécificité. Mais règle générale, ces organismes pathogènes-là vont occasionner principalement des gastro-intestinales, des gastro-entérites. D'autres effets sont par contre possibles, comme par exemple le virus de l'hépatite A. On a déjà eu un épisode pas tellement loin d'ici, à l'île d'Orléans, où il y avait eu 16 cas associés à une contamination d'un puits individuel. Un des exemples qui a fait bouger beaucoup de choses, un événement qui a fait bouger beaucoup de choses au niveau du Québec, c'est l'événement à Walkerton, dans une province voisine, ici. C'est une épidémie d'origine hydrique. Il y avait une population d'environ 5000 personnes, mais la moitié de ces gens-là ont attrapé une éclosion de gastro-entérite qui a occasionné en plus 7 décès, principalement au niveau des enfants. C'était lié à un captage qui était localisé à proximité d'un bovage, un élevage de bovins. Il y avait une mauvaise surveillance, il y avait une mauvaise installation au niveau des installations agricoles versus les points de captage. Donc, ça a amené à une contamination de l'eau et un événement sans précédent là, relativement à une prise de conscience concernant la mauvaise gestion de la qualité de l'eau. Ça a amené le Québec à repenser profondément la structure au niveau de la réglementation au niveau de l'eau potable. Il y avait déjà un règlement qui existait, mais il y a eu plusieurs réflexions et ça a amené à une refonte en profondeur du règlement sur la qualité de l'eau potable au Québec. Au niveau des risques chimiques, c'est assez varié. On peut avoir des contaminants d'origine naturelle, qu'on parle de l'arsenic, fluor, barium, qu'on peut retrouver de façon naturelle dans l'eau, mais des fois à des concentrations qui peuvent poser un risque au niveau de la santé des gens. Vous avez d'origine humaine, on parle de soit nitrates, pesticides, trichloroéthylène, où on a une contamination pas tellement loin d'ici, à Shannon, les hydrocarbures.
Il peut y avoir des contaminants qui sont associés au traitement. On parle là, par exemple, de l'utilisation de chlore et de mauvais traitements, présence de matières organiques dans l'eau qui peuvent amener des concentrations élevées en triolométhane ou encore en acide alloacétique. Il y a également des problématiques associées à la distribution de l'eau. L'eau est très, très potable, sauf que du fait des conduites, il peut y avoir libération de concentrations en plomb ou encore en cuivre qui excèdent les normes. Au niveau des problèmes de santé, bon, ils sont très, très variés. C'est des problèmes non spécifiques. Ils sont souvent associés à des expositions chroniques, à des concentrations élevées. On parle entre autres aussi également qui risque de cancer si on est exposé sur de longues périodes. On parle entre autres arsenic, TCE, les sous-produits de la chloration, les nitrates. Mais il y a toute une série d'autres troubles de santé là, dépendant du contaminant auquel vous allez être exposé. Grosso modo, ce qui interpelle particulièrement les réseaux de la santé, c'est principalement les risques au niveau microbiologique qui demeurent les plus importants. Et ce type de risque-là peut survenir très, très rapidement. Vous êtes exposé la journée même ou le lendemain, vous pouvez tomber malade. Risques chimiques, généralement, bon, c'est des risques à plus long terme, puis bon, il demeure plusieurs incertitudes concernant la gestion de ces dépassements-là. Je vais revenir un peu plus loin. Au niveau des pouvoirs, réglementation et action du réseau de la santé publique, c'est assez difficile. Je vous ai présenté un petit graphique simple des diverses interventions et l'implication du réseau de la santé en fonction des différents partenaires. C'est très, très complexe. Il y a beaucoup d'intervenants. Il y a des différents ministères. C'est très simplifié. Il y en a d'autres qui pourraient se rajouter, les bassins versants et autres et autres. Je vais y aller vraiment dans le plus simple et pour essayer de vous simplifier un peu la dynamique relativement à la gestion de l'eau potable dans le réseau de la santé. Nous avons une loi qui s'appelle la loi sur la santé publique qui spécifie certains pouvoirs au niveau du directeur de santé publique au niveau régional. Chacune des régions, Québec, Charlevoix, Montréal et autres, ils ont des responsabilités spécifiques en termes de protection, prévention et promotion de la santé. Et on précise, entre autres, que le directeur de la santé publique, il y a un pouvoir d'enquête lorsqu'il y a une menace réelle au niveau de la santé. Lorsqu'il identifie une menace, il peut agir, il peut ordonner soit une désinfection, il peut ordonner la cessation d'une activité ou toute autre mesure qu'il estime nécessaire. C'est rarement utilisé. J'ai pas eu beaucoup d'exemples où ces ordonnances-là ont été utilisées, mais on a eu un cas récent. Il y a eu une épidémie de légionellose ici à Québec au cours des dernières semaines et le directeur de santé publique de la région de la capitale nationale a utilisé ces pouvoirs-là pour obliger les propriétaires de tours de refroidissement à agir pour une désinfection de leur installation. Il y a un autre article qui spécifie que le directeur de santé publique ne peut utiliser un pouvoir prévu si un ministère, une municipalité locale ou un organisme dispose du même pouvoir pour empêcher que ne s'aggrave une menace. Donc, il ne peut pas agir si quelqu'un d'autre possède ces pouvoirs-là. Donc, il peut, dans plusieurs occasions, faire des recommandations, mais du fait de l'existence de cet article-là, il est un peu limité jusqu'où il peut aller dans ses interventions. Au niveau des directions de santé publique, il y a des mécanismes qui leur permettent également de faire une certaine surveillance au niveau de l'état de santé de la population. On appelle un système qui s'appelle les maladies à déclaration obligatoire, où les directions de santé publique vont recevoir soit les cas de certaines maladies au niveau microbiologique ou encore au niveau chimique, et ça leur permet de faire des enquêtes pour voir est-ce qu'il y a un lien avec l'eau potable et voir est-ce qu'il y a des actions par la suite qui peuvent être entreprises lors de tels dépassements. Si on donne, par exemple, un exemple au niveau des épidémies d'origine hydrique qui ont été recensées, ça c'est au niveau provincial, à chaque année, c'est pas énorme. On parle de ça, c'est le nombre d'épidémies que vous avez ici, puis ça c'est au niveau origine infectieuse. C'est soit par l'eau potable ou encore lors d'activités récréatives, la baignade entre autres. Et vous avez ici, dans la dernière colonne, le nombre d'individus. C'est assez variable d'une année à l'autre. Bon, il y en a qui vont dire que c'est important, d'autres dire que c'est pas si dramatique que ça en termes de nombre, parce qu'on parle principalement de gastro-entérite. Je vous mettrai je porterai à votre attention au niveau des années 2001 à 2004. Il n'y a pas eu de surveillance
du fait qu'on était en restructuration, il y avait une refonte un peu des responsabilités relativement à la surveillance au niveau de l'eau potable. Et vous avez ici, dans une publication qui a été faite en 2005 au niveau canadien, vous avez le nombre de déclarations, le nombre d'épidémies qui ont été recensées. Vous avez ici, à partir du moment où les directions de santé publique se sont mis à déclarer les épidémies et où ils ont arrêté de déclarer les épidémies. C'est pas parce qu'il y en a plus au Québec, c'est tout simplement parce qu'on avait mis en place un mécanisme qui permettait d'aller chercher justement ces cas-là. Il y en a plus qu'on pense. C'est un peu la pointe de l'iceberg. La majorité des gens ne vont pas consulter. Ils ne vont pas consulter au niveau médical ou encore les médecins ne vont pas nécessairement déclarer les cas qui leur sont rapportés. Donc, c'est vraiment une sous-estimation. Donc, il y a quand même une importance associée au risque infectieux ou encore au risque chimique associé à l'eau potable. Au niveau du Québec, ça vient de la publication du ministère de l'Environnement, Développement durable de l'environnement, de la faune et des parcs. La distribution de l'eau, en bleu foncé ici, c'est la distribution qui est faite par des réseaux municipaux. On parle d'au-dessus de 6,7 millions de personnes qui sont approvisionnées à partir de réseaux municipaux. 14%, ce sont des captages individuels, les gens qui ont leur propre alimentation en eau. Puis 1%, c'est des réseaux non municipaux, c'est des petits réseaux privés, mais qui peuvent desservir plus de 21 personnes et plus. Ces réseaux-là sont régis par un règlement qui s'appelle le Règlement sur la qualité de l'eau potable, qui est rentré en vigueur en juin 2000. Il y a eu une série de modifications qui ont été faites depuis, mais avec une très récente en 2012 qui vient d'être adoptée, avec plusieurs modifications qui ont été apportées à l'intérieur même de ce règlement-là. Grosso modo, ça vise, les objectifs visent vraiment la protection de la santé publique avec l'établissement de différentes normes au niveau microbiologique. Vous en avez au niveau inorganique, mais également au niveau organique. Bon, quand je le mentionne, ça dicte les normes de qualité d'eau potable, mais également les obligations pour satisfaire à ces dernières-là. Et ces normes-là s'appuient principalement sur les recommandations canadiennes. Santé Canada présente des recommandations qui sont soumises, qui sont acceptées unanimement par les différentes provinces. Et par la suite, le gouvernement québécois décide est-ce qu'on prend cette norme-là ou on en applique des plus sévères. Pour ce qui est de l'Institut, à chaque fois que le Santé Canada nous propose une norme, on la réévalue et on fait des propositions spécifiques au niveau du ministère de l'Environnement et du ministère de la Santé pour dire est-ce que oui ou non on trouve acceptable la norme actuelle. Présentement, on a grosso modo une quarantaine de normes qui seraient un peu plus restrictives que celles présentées par Santé Canada. Du fait d'évaluations qui peuvent être un peu différentes, mais somme toute, elles se ressemblent, grosso modo, elles se ressemblent l'une et l'autre. Le règlement en question cible toutes les eaux qui sont destinées à la consommation humaine, même les puits individuels. Par contre, au niveau du contrôle obligatoire, c'est uniquement les réseaux qui desservent plus de 21 personnes, que ce soit privés, municipales, des institutions, des entreprises. Donc, il y a à partir du moment où vous avez un réseau de 21 personnes et plus, vous êtes soumis à plus de contraintes, principalement au niveau de la surveillance. C'est le ministère du Développement durable et de l'Environnement qui s'assure que le règlement est appliqué. Au niveau de la santé publique, lui s'occupe de faire les analyses de risque à la santé de la population et peut recommander les mesures appropriées en fonction des contaminations qui sont observées. Il y a un échange constant qui est fait avec le ministère de l'Environnement et de la Santé publique, pas, avec les déclarations qui nous sont acheminées. Il y a un arrimage constant qui est fait avec ces intervenants-là pour décider quelles sont les mesures adéquates à recommander lors de dépassement de normes. Pour certaines, c'est facile, pour d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des obligations de déclaration de la part et de l'exploitant, mais également du laboratoire accrédité. On voulait avoir les bretelles, la ceinture, si on peut dire. Le responsable du réseau, lorsqu'il y a un dépassement, doit aviser le ministère de l'Environnement, les directions de santé publique, et s'il y a dépassement au niveau microbiologique, s'il y a présence de contamination fécale, il doit aviser également les gens qui sont branchés sur le système en question. Pour ce qui est d'un dépassement chimique, il doit aviser la direction de santé publique et le ministère de l'Environnement.
Pour s'assurer qu'on reçoive bien les informations, on demande également à ce que le laboratoire accrédité, celui qui fait les analyses, qui doit être obligatoirement accrédité, nous achemine également les analyses, autant auprès du ministère du Développement durable que des directions de santé publique. Donc, on s'assure d'obtenir les informations adéquates. Lorsqu'il y a une non-conformité bactériologique, là, présence de coliformes fécales, il y a un avis d'ébullition qui est émis de façon... il y a une obligation d'avis d'ébullition qui doivent être émis par l'exploitant du réseau. On fait bouillir pendant une minute de temps, puis il y a des messages très clairs qui sont édictés bon, c'est pas juste la non-consommation, mais on doit également l'éviter pour les aliments, le lavage, les fruits et légumes, la fabrication de glaçons, brossage des dents. On l'a fait rajouter récemment parce qu'une étude récente qui démontrait que si le message n'était pas clair, on s'apercevait qu'un pourcentage notable de gens pouvaient s'exposer inutilement à une eau potentiellement contaminée. Donc, on a demandé des précisions sur le message qui était véhiculé. On demande également à ce que l'exploitant, s'il y a des populations plus sensibles qui sont sur le réseau, on parle entre autres de centres de la petite enfance, des centres de santé, par exemple des centres pour les personnes âgées, le responsable des écoles, le responsable doit aviser individuellement ces établissements-là pour s'assurer qu'ils ont bien reçu l'avis d'ébullition. Puis dans certaines occasions, bon, il peut y avoir, même en l'absence de résultats hors normes, il peut y avoir des avis préventifs s'il y a un bris d'équipement, il y a une conduite qui a lâché, ou si on doute de la potabilité de l'eau, à ce moment-là, il peut y avoir des avis préventifs d'ébullition qui peuvent être émis, ou si on observe, par exemple, une augmentation de cas gastro-entérites et qu'on pourrait l'associer à la consommation d'eau potable, on peut exiger à ce moment-là qu'il y ait un avis préventif d'ébullition de l'eau émis. Au niveau chimique, c'est plus compliqué. Ça va dépendre de la nature et de la concentration du contaminant. Bon, l'exposition de la population, comment elle va être exposée, est-ce qu'il y a des populations vulnérables dessus? Il doit y avoir toute une analyse de risque qui doit être faite par la direction de santé publique. Et suite à cette analyse-là, il peut y avoir des recommandations de fait auprès de l'exploitant en question. Si l'exploitant refuse de suivre les recommandations, à ce moment-là, on pourrait demander des actions supplémentaires auprès du ministre de la Santé, mais à ma connaissance, ça n'est jamais arrivé. Si vous avez, par exemple, on prend une situation simple, une concentration de plomb dans l'eau, la norme est à 10 microgrammes par litre, vous recevez un résultat et vous êtes à 11. Bon, les directions de santé publique ne géreront pas nécessairement ce 11 microgrammes par litre de la même façon. Dépendant qui est sur le réseau, combien de personnes, est-ce qu'il y a des populations sensibles. Ça peut être une recommandation de non-consommation ou simplement restreindre la consommation ou l'utilisation peut-être de solutions alternatives comme l'utilisation de filtres pour les femmes enceintes et les jeunes enfants. Donc, dépendant du contaminant lui-même, et de la situation présente, les recommandations peuvent être diverses. Concentration en nitrate dans un eau, c'est facile. Risque pour les jeunes bébés, on émet un avis de non-consommation. D'autres contaminants, c'est un peu plus difficile. Les sous-produits de la coloration, les trihallométhanes en sont un très bon exemple. On a beaucoup de réseaux qui dépassent, au niveau du Québec, la concentration de 80 microgrammes par litre dans la province. Et il n'y a pas réellement d'avis de non-consommation. Pour ces réseaux-là, on va informer la population de l'existence de ces dépassements-là, des mesures qu'ils peuvent prendre pour réduire leur exposition, mais il n'y a pas en tant que tel d'avis de non-consommation qui va être édicté, règle générale, pour les présences de trihallométhane excédant les normes. Donc, c'est vraiment du cas à cas. Justement ça va terminer un peu le cœur de la présentation, pour supporter les directions de santé publique et les différents intervenants au niveau de la gestion d'eau, du fait de la difficulté d'action quant à l'interprétation de ces résultats hors normes au niveau chimique. Il y a une approche de gestion qui a été développée, entre autres au niveau de l'Institut national de santé publique du Québec, mais en collaboration avec les directions régionales de santé publique. Et on se base principalement sur un cadre de référence en gestion des risques. Là, je ne développerai pas trop sur ces aspects-là. Il y a différentes étapes dans lesquelles on doit, justement, par quel processus on doit procéder pour en arriver à une gestion adéquate d'un risque.
Et dans une des étapes importantes, bien entendu, c'est l'évaluation des risques associés, entre autres, à le contaminant lui-même, quel est le niveau d'exposition, quel est l'organisme qui peut être touché, quel problème de santé ça peut occasionner. On se penche à l'heure actuelle, justement, sur des situations les plus problématiques au niveau du Québec, et on essaie de définir un seuil qui pourrait être acceptable. On sait qu'on va dépasser la norme, mais quels pourraient être des seuils acceptables au niveau de la santé en fonction d'un risque à court terme, peut-être une exposition moins d'1 an, ou encore une exposition à long terme. Donc, on doit définir justement des niveaux qu'on pourrait considérer, entre guillemets, sécuritaires pour supporter les directions. Si bien entendu, il existe toujours un flou relativement à l'établissement de ce seuil-là, à quel endroit il doit se situer. Mais on a entrepris justement cette démarche-là et on pense à rendre accessible d'ici la fin au début de l'hiver prochain, cette démarche-là qui pourrait être accessible aux différents gestionnaires de l'eau potable. Ça pourrait être utile également au niveau d'autres provinces ou d'autres responsables de la gestion de l'eau potable ailleurs. Ça, c'est uniquement les différents paramètres qui sont les principaux paramètres. C'est une liste, je ne vous les détaillerai pas, mais c'est les paramètres que l'on va considérer en priorité du fait qu'ils sont en règle générale plus souvent rapportés au niveau des directions de santé publique. Il y en a 2 qui ne sont pas normés à l'heure actuelle. Il y a une problématique récente qui ressurgit relativement au risque potentiel de concentration élevée en manganèse et un effet sur le quotient intellectuel des jeunes enfants. Les TEX, on parle de théatoluène et éthylbenzène et xylène, qui sont des produits associés aux hydrocarbures. On a souvent des demandes, souvent des déversements dans certaines régions et les directions de santé publique nous demandent des précisions sur des niveaux seuils pouvant être acceptables lors d'exposition à ces composés-là. En conclusion, bien entendu, la préservation de la ressource en eau potable est essentielle à la protection de la santé publique, mais les défis, ils sont très nombreux, vous le comprendrez très bien. On parle bien entendu de protection de la source, l'efficacité des traitements, les réseaux qui devaient être adéquats au niveau de la distribution de l'eau potable, on en a parlé un peu ce matin, la surveillance de la qualité, un peu toutes ces notions-là qui sont regroupées dans ce qu'on appelle ici l'approche à barrières multiples. Il y a une nécessité de mise à jour au niveau de la littérature quant au risque à la santé. Ça évolue beaucoup. Il y a des nouveaux contaminants qui ressurgissent, donc il faut se maintenir à jour relativement aux nouveaux contaminants, mais également aux contaminants présents qui peuvent nous amener des fois à se questionner, entre autres, sur de nouveaux effets potentiels. On parlait tout à l'heure de manganèse. On doit suivre les recherches à ce niveau-là ou entreprendre nous-mêmes certaines recherches. Il y a une amélioration au niveau des réseaux de la santé publique, une amélioration de la surveillance de l'état de santé de la population qui devrait être faite pour améliorer justement une détection rapide des éclosions. Présentement, je dirais que c'est un peu minimaliste ce qui se fait, ce qui peut amener des retards sur d'éventuels recommandations ou de retrait d'exposition qui pourraient être faits si on avait une détection plus rapide des cas lorsqu'ils surviennent. Une vigie, bien entendu, des contaminants qui sont émergents, comme par exemple, on parle beaucoup des composés pharmaceutiques, les médicaments, les perturbateurs endocriniens. C'est sûr qu'il faut suivre cette littérature-là. La poursuite de la recherche, bien entendu, on a beaucoup de projets de recherche au niveau de l'Institut et ces recherches-là nous permettent, soit d'améliorer les connaissances, ça permet un raffinement au niveau des estimations du risque ou encore ça peut être un soutien au niveau de l'intervention auprès des directions de santé publique. Et on vise, bien entendu, une prise en charge par l'ensemble des différents acteurs de l'eau, soit par la communication, l'information au niveau des informations qui peuvent être issues du réseau de la santé publique. Voilà, je vous remercie.